Les amateurs de rock'n'roll, bonsoir. Bienvenue à mon podcast, l'histoire du rock vue par. Ce soir, épisode avec Yves Adam, le saxophone dans le rock. Yves, bonsoir. Bonsoir, Serge. Ça va bien? Oui, merci. Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, ça fait plaisir. Je t'ai rencontré, en fait, même pas ce soir-là. Je t'ai parlé par après, mais tu sais pas, mais j'étais dans la salle pour le Crossroads Blues Band il y a quelques semaines à la croisée des chemins. Ah, oui, puis, oui. J'ai parlé à tes collègues, puis j'ai dit, hey, j'aimerais bien ça de l'avoir, le joueur de sax, pour un épisode. Puis le joueur de sax, il est là. Ben, moi, je suis content d'être là. Ben aimé ça, puis écoute, ça rentrait pas mal ce soir-là, le sax. Ben, tout rentrait très bien, ça, soit dit en passant, mais le sax particulièrement. Puis ça m'a rappelé, dans le fond, comment moi j'ai découvert le sax dans le rock, mais ça, on y reviendra. Mais pour débuter, j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi, comment le rock, la musique en général, mais tu sais, le rock en particulier, puis surtout, éventuellement, les instruments avant sont rentrés dans ta vie. Oui, ben tu sais, le rock est arrivé... forcément, bon, les instruments avant d'abord et le rock après, tu sais, comme le reste. Pour le rock, ben c'est arrivé un petit peu plus tard parce que, bon, mes frères en écoutaient. Ouais. Moi, je suis le plus jeune d'une famille de 5. Ouais. Puis, mais j'écoutais pas de rock étant plus jeune. C'était comme mes parents n'écoutaient pas de musique, mais mes frères en ont commencé à en écouter. Ouais. Donc, un de mes frères, Pink Floyd. Mm-hmm. Bon, bien sûr, les Beatles. Ouais. Mes sœurs aussi écoutaient. J'ai des sœurs qui sont plus vieilles. Eux autres, c'était plus... j'allais dire, il y avait un mélange de British aussi. Il y avait Jethro Tull. Mm-hmm. Il y avait aussi, il y avait The Who. Ouais. Tu sais, il y avait... Bon. C'était rock. Oui, le rock. Mais c'était pas... La culture musicale chez nous, c'était... Tu sais, ça a commencé tranquillement, là, puisque mes parents n'écoutaient pas vraiment de musique. Puis, mais ça a pris le temps que ça a pris, tu sais, que pour mon frère Robert, qui est le plus vieux des gars, mm-hmm. C'est lui qui m'avait dit « Hey, écoute le sax dans Supertramp, tu sais. Mm-hmm. Puis moi, je connaissais pas ça, mais c'était comme, au début, tu sais. Mm-hmm. Justement, probablement parce que c'était pas juste instrumental. Tandis que quand j'ai commencé à jouer de la musique, c'est instrumental, tu sais. Ouais. Pardon. Donc, mais je savais reconnaître quand même qu'il y avait, tu sais, il y avait quoi d'intéressant là, dans la musique. Tout à fait. Puis, fait que c'est arrivé un peu plus tard parce que mon instrument principal, moi, c'est la clarinette. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre la musique. Au secondaire, là? Au secondaire. Ouais. Secondaire 1, moi, je viens de Shawinigan, sud. Uh-huh. Faut dire Shawinigan Sud. OK. Non, je suis pas au courant, mais c'est bon. Il y a Shawinigan Sud. Jean Chrétien, lui, de quel coin, Shawinigan? C'est à Shawinigan. C'est le seul gars que je connais de Shawinigan. Oui, c'est ça. Mais il y a bien du monde. Il se situe Shawinigan, justement, quand il parle de chrétien. Et voilà. Mais... Shawinigan Sud, ben, l'harmonie, secondaire 1, tu sais, tranquillement, clarinette, harmonie. Fait que l'harmonie, il y a des clarinettes, des flûtes, des sax, des trompettes, tout. Puis on commence à apprendre ça. Mais excuse-moi, je te coupe, c'est-tu toi qui dis, moi, c'est la clarinette, ou le prof te dit, toi, tu vas jouer de la clarinette? Ben, en fait, ça a commencé cours d'été, à un moment donné, avant le secondaire. Ouais. Moi, je n'étais pas vraiment sportif, tu sais. Puis ma mère cherchait tout le temps qu'est-ce qu'elle pouvait trouver chez les gars, ou les filles aussi. Qu'est-ce qu'on était, tu sais. Ouais. Bon, mon frère Robert, c'était comme les cadets. Mon frère Christian, ben, il avait fait les cadets un peu. Puis là, ben, moi, sportif. Il y avait des cours de flûte à bec l'été. Puis à l'école primaire du coin, puis j'avais commencé à suivre des cours de flûte à bec. Mm-hmm. Et la personne qui donnait les cours de flûte à bec s'occupait de l'Union musicale de Shawinigan, qui est une harmonie de ville. OK. Puis il y avait comme une petite école reliée à ça, une école de musique. C'était des élèves qui enseignaient les instruments. OK. Fait que là, ben, à la fin de la petite session d'été, on dit, ben venez, on vous invite à assister à un concert privé. Puis là, ben, le concert, ça se passait justement, c'était une harmonie qui jouait pour les quelques élèves qui avaient suivi des cours. Ouais. Puis là, ben là, on voyait les instruments, là, puis c'était un peu plus intéressant. Puis moi, je voulais jouer du sax. Puis, déjà là, oui. Ouais, ben là, moi, c'était comme, hey, le sax, ça serait le fun. Parce que c'est un bel instrument aussi, là, oui. J'imagine, c'est ça. Puis à l'époque, il y a un monsieur Maurice Coutu, qui était un cornettiste, là. Cornet, c'est comme une trompette, mais... Ouais. Puis lui,
s'était assis à côté de moi, puis il avait dit, il dit, tu serais bien mieux d'apprendre la clarinette en premier. Puis il dit, tu vas voir, tu vas pouvoir changer au sax plus tard. Puis moi, j'étais comme... Puis là, ma mère a dit, ben si c'est sérieux, ben, elle a dit, je t'en achèterai une clarinette. Oh, ah ben là, ça a comme changé. C'est un bel instrument aussi, la clarinette. Quand oui, même. mais tu sais, bon, fait que j'étais quand même stické sur le saxophone, mais c'est pas grave. Ouais. Fait que là, j'ai suivi quelques cours de clarinette privés dans le cadre de l'école de musique de l'Union musicale, si on veut. Ouais, puis le prof de musique au secondaire, ben il était dans l'Union musicale aussi. Fait que là, l'année où je suis arrivé tout de suite après en secondaire 1, c'est un no-brainer. Ben moi, je voulais jouer du sax. Lui, il a dit, non, tu restes à la clarinette, t'en joues déjà. Oui, exact. Fait que... Puis tranquillement, ben, je joue la clarinette. Bon, puis là, je me mets, ben, j'aime ça, mais c'est sûr que j'étais avancé un petit peu plus que les autres. Fait qu'il me faisait toujours jouer des affaires en vain. Puis là, bon, ben, secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3. Puis la gang de chums qui sont un petit peu plus débrouillards, ben, à un moment donné, ils veulent jouer un peu de jazz. Puis ils me disaient, ben là, Yves, tu devrais peut-être t'emprunter un sax. OK. Ouais. Parce que le prof pouvait nous en prêter. Puis il y avait aussi un big band parascolaire, un stage band, un peu comme on parlait, là, Count Basie, puis les big bands de Glenn Miller, puis tout ça. Fait que c'était en parascolaire, puis OK, peut-être que... Puis à un moment donné, il manquait un joueur de ténor. Fait que moi, mes chums m'ont dit, ben là, Yves, tu vas checker le ténor, puis peut-être tu pourras en jouer, tu sais. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, avec les amis, on s'est fait un petit band de jazz. Fait que là, je jouais du ténor dans le band. Fait qu'on avait trompette, ténor, sax alto, piano, bass, drum. Puis on avait des partitions. Puis on avait commencé à se faire un band. Puis... Fait que ça a commencé comme ça, mais j'ai toujours continué à jouer de la clarinette. Ouais. Tu l'as encore, je me sens? Oui, puis c'est d'ailleurs en clarinette que j'ai étudié à l'université. OK. Mais... Comme je faisais du sax aussi, je prenais des cours comme complémentaires, jazz improvisation, puis je faisais du big band. Fait que ça, tu sais, j'ai comme toujours fait les deux à partir de ce temps-là. Puis là, tranquillement, ça aussi, on avait des... Tu sais, au secondaire, ben nous autres, on admirait les plus vieux, les plus avancés. Ouais. Tu sais, t'es en secondaire 3, t'as des élèves de 5. Mais ce qui est le fun avec la musique, un peu comme le sport, c'est que les plus vieux... T'sais, au lieu de... Ils ne nous regardent pas comment la gang de pas bon. Des fois, ils disent « Hey, c'est le fun, on va vous aider. » Fait que il y avait comme une petite communauté. C'était pas juste hey, vous avez, non, les flots restaient de bord. Oui, les minus restaient. Quand il y en avait qui poussaient, qui avaient de l'intérêt, mais les autres... Hey, ils voulaient les aider, là. C'est bon, ça. Oui, puis c'est ça. Puis tranquillement, il y en a qui écoutaient de la musique. À l'époque, c'était Maynard Ferguson, c'est un trompettiste. Lui, il avait Big Band. Puis ça sonnait jazz rock, là, vraiment, là. Ouais. Fait que lui, déjà, c'était instrumental, mais ça tombait plus rock, si on veut. Ouais. Puis là, on se mettait à écouter ça, nous autres, avec les plus vieux. Puis là, hey, c'est écœurant, tu sais. Puis là, fait que là, l'intérêt, là, ça s'en va vers quelque chose d'un peu plus moderne, si on veut, et non... puis c'est pas de l'harmonie. Non. C'est pas classique. Là, ça touche au jazz, au rock. Ouais. Puis tranquillement, la gang, à un moment donné, Ferguson vient à la Place des Arts. Fait que là... Les plus vieux disent « Hey, ça vous tente dessus, on va monter à Montréal, on va aller à Montréal. » Fait qu'on était à 5-6 à aller à Montréal voir le show, tu sais. Puis là, à Chette, il y avait un gros magasin de musique à Shawinigan qui était comptoir musical Filion. Ils vendaient des albums, fait qu'on avait toujours... Fait qu'achète des disques de Ferguson, commence à écouter ça. Mon frère a une bonne table tournante avec des bons speakers. Moi, je dis « Peux-tu écouter de la musique? » Oh, oui, c'est correct. Je mettais ça, fait que là... Puis là, l'intérêt grandissait. Ben là, pour ce style-là, je veux dire. Là. Oui, puis là, t'entends des... Tu sais, c'est pas juste instrumental, mais tu sais, des tunes connues. Tu sais, il y avait... Ben, tu sais, connues... mais il y avait quand même des affaires de... pas Earth, Wind and Fire, mais tu sais, il faisait des arrangements, lui, pour Big Band. Pas lui, mais il commandait des arrangements, puis c'était des tunes Spinning Wheel. Tu sais, puis... Fait que c'était un peu rock, tu sais, ça pouvait être du rock des années 60-70, mais adapté. Puis, tu sais, MacArthur Park, des affaires comme ça, et Jude, même en big band. Arrangé, en big band. Fait que là, puis là-dedans, t'avais des bons saxophonistes avec Ferguson, il y avait des bons musiciens. Fait que là, wow, t'écoutes ça,
là, ça commençait à... Tu sais, les musiciens sont avancés là-dedans. Fait que là, même si on comprend pas, étant plus jeune, moi, tu sais, je comprenais pas tout ce qu'ils jouaient, là, dans le sens que... Voyons, il y en a de la note, là, ou il y en a du vocabulaire là-dedans. Là, c'est loin de ce que je sais faire, mais ça pique la curiosité, tu sais. C'est ça, exact. Puis, fait que tranquillement, avec ça. Puis là, ben, rendu à l'université, ben, on fait un peu plus. Puis là... Oui, parce que tu allé en musique à l'université. Ouais. Ton cégep, de fait, avant ça? Mon cégep, je l'ai fait en partie à Trois-Rivières en musique, mais j'étais pas convaincu. En fait, j'avais une facilité. Fait que pour moi, c'était pas bien compliqué. Puis Trois-Rivières, ben, c'était un peu plus loin. Moi, j'étais à Shawinigan, chez mes parents. Puis... Fait que j'étais pas prêt à partir, tu sais, en appartement. Fait qu'on voyageait avec des amis qui allaient au cégep. Puis à un moment donné, ben... Le voyagement était un petit peu rendu... c'était ardu un peu. Puis moi, je laissais le cégep en musique. Il y avait... Tu sais, t'es à Trois-Rivières, là. Puis là, toi, tu dis, ben j'aimerais ça faire une carrière en musique. C'est difficile. Je ne me voyais pas à Trois-Rivières, nécessairement. Ben je me voyais pas nulle part. Mais, tu sais, un de mes chums, lui, plus vieux, il était à Montréal, puis il s'était inscrit à McGill. Okay. Puis il m'avait dit, il devrait peut-être essayer ça, tu sais. Okay. Ouais. Puis, mais j'avais pas tout mon cégep terminé. Mais lui, il me disait, ben vu que c'est un cégep, une université anglophone, il y a un diplôme, il y a un programme, tu peux t'inscrire, puis tu as juste besoin de secondaire 5, tu sais. Il appelait ça une licence. Ouais. Fait que j'ai appliqué, j'ai auditionné, puis je suis rentré. Puis eux autres m'avaient dit, mais pourquoi tu t'inscris pas au bac? Il n'y avait pas catché que... J'ai dit, ben, j'ai pas mon deck en musique, j'ai un deck général. Puis j'étais pas étudiant adulte, j'avais pas encore 21 ans. C'est ça, exact. Fait que là, ils ont fait, ah, ouais. Fait qu'ils m'ont accepté. Okay. Parce que la licence, ça supposait être quand même plus axée sur la performance. Ouais. J'étais capable de jouer, mais j'étais pas exceptionnel, là. Je veux dire, c'était pas comme... Ouais, lui, il joue, puis on s'en va là-dedans, tu sais. Fait que, il me voyait plus. Fait que, en bout de ligne, c'est comme si j'avais fait un bac quasiment, parce que c'était... Puis par après, bon, ben, avec les cours de big band, puis tout ça, puis là, le sax a pris plus de place, puis là, il y a eu le programme de jazz à McGill, il y a une année qui ont dit, on va offrir le bac en jazz. Okay. Mais au début, c'était ce qu'ils appelaient mineur en jazz. Il n'y avait pas de bac. Ouais. Puis l'année qu'ils ont offert le bac, ils m'ont dit, pourquoi tu n'essayes pas? Parce que je finissais mon classique en clarinette, tu sais. Okay. Puis j'avais quand même fait du big band puis des ensembles. Fait que je disais, OK. Puis eux autres, ben, c'est sûr qu'ils avaient besoin de... Tu sais, c'est pas juste... Les autres, ils voulaient promouvoir, puis ouais, on va embarquer du monde. Fait que j'étais là, la première année qu'ils ont parti le programme jazz. Puis là, j'ai fait plus de sax, tu sais. Puis ça a continué jusqu'à aujourd'hui, tu sais. Ben, j'ai toujours continué à en jouer. Ouais. Puis... Ben, la clarinette, le sax, mais... Puis là, ben tranquillement, tu te mets à participer à d'autres, tu sais, des jobs de musique, des amis, des bands. Fait que j'ai pu travailler avec, tu sais, dans des bands qui, justement, c'était plus blues. Ouais. Puis là, ça tombait un peu plus rock, tu sais. Je dis pas que j'ai joué d'un band de rock steady, mais à un moment donné, tu sais... T'en as fait. Ben oui, tu sais, puis oui, on parle au sens large, mais tu sais, veux pas. Puis j'aimais ça, cette musique-là aussi, tu sais, c'était pas juste jazz pur et dur, là, tu sais, de dire, je vais écouter Coltrane, je vais écouter Sonny Rollins, et rien d'autre. Ben le swing, c'est correct, ça aurait pu, mais j'avais des intérêts un petit peu plus rhythm and blues, j'aimais ça, le genre de solo mélodique, genre de solo avec soul, tu sais. Exact. Peut-être pas aussi technique, mais quand même, tu sais, quand on dit ça lève, là, puis c'est le fun, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu ça qui a fait que j'ai été attiré par l'instrument aussi, tu sais. Tout à fait. Puis avec tout ça, à un moment donné, t'es devenu prof de musique? Ben, ça, c'est une autre affaire. C'est que, au départ, moi, je suis sorti, tu sais, quand je suis sorti de l'université, tout ça, ben là, on se retrouve, tu sais, t'as une licence en clarinette, t'as un bac en jazz saxophone, mais là, tu dis, qu'est-ce que je fais, là, tu sais? Puis, tu sais, moi, j'ai toujours été un petit peu... l'insécurité, tu sais, je me voyais pas faire... J'aurais aimé ça faire juste de la musique, mais ouais. Là, tu réalises que... C'est une vie d'insécurité, là. Ben, c'est parce que, tu sais, ben, c'est correct, ça le fait de là, faire des gigs puis tout ça, mais... Oui, mais... Ben, en fait...
tout de suite après l'université, pas longtemps après, j'ai eu un contrat sur un bateau de croisière. OK. De 8 mois avec un ami, Ivano Jolicoeur, qui est trompettiste. Puis on est partis ensemble, fait que c'était le fun parce qu'on était 2 Québécois, puis on est allé à Miami, puis 8 mois. Okay. Il y avait un tour d'Amérique du Sud, puis on montait des shows, là, mais c'était des shows genre de Follies, danseuses, chanteurs, chanteuses, puis le band, le house band, on était 5 musiciens, tu sais. Okay. Trompette, sax, piano, drum, basse. Ouais. On faisait... entertainer les passagers. Oui, puis on faisait 4 shows par semaine, 4 gros shows. Plus, les autres soirs, il y avait de la danse, du social, où on faisait de la musique Les gens venaient, on faisait de jazz, on faisait toutes sortes d'affaires. C'était un gros apprentissage. De l'école, on va dire. Oui. Tu sais, puis... mais après ça, tu reviens. Puis, tu sais, c'est comme... Il n'y a pas nécessairement un autre gig qui embarque tout de suite à ce moment-là. Là. Non, sauf que si tu fais ça pendant 8 mois, puis tu fais ça... Ta job, c'est de jouer de la musique, là. Puis t'es logé, nourri. Ouais. T'as pas de... y a pas gros de dépenses sur un bateau, là. Pas gros de dépenses, puis pas gros de... Pas tant de responsabilités. Exact, non plus. Mais oui, t'as pas d'enfant, rien, là, je veux dire. Rien, non, puis tu sais, t'as pas de maison à payer, tu reçois pas de compte d'électricité, t'as pas... Tu sais, fait que... La grosse vie. Oui, je compare ça un peu à, tu sais, les géos, puis les Club Med, là, tu sais, ça reste que... L'expérience est fantastique. Ouais. C'est une famille. Tu développes vraiment des liens familiaux avec la gang là-bas. Tu es au milieu de la vingtaine, à peu près, là, genre? J'avais 25. C'est ça. Ouais. Fait que c'était vraiment la gang de entertainment. Ben, tout le monde ensemble là, oui. Comme une pièce de théâtre, comme un groupe de théâtre. Tout à fait. Équipe de sportifs, ça se compare beaucoup. Là, tout ce qui est... ça devient une famille, là, on va dire. Oui. Puis, mais tu reviens, puis là, tu manges une petite volée. Tout le monde se sépare. Puis il n'y a plus rien. Là. Puis le téléphone, on parle des années 80, il n'y a pas d'Internet. Là. Non, c'est ça. Il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de cellulaire, il n'y a rien. Fait que les gens qui te connaissaient, qui t'engageaient pour travailler, jouer dans des bandes, des petites gigs. 8 mois que tu n'as pas vu. Ben, ils ne t'appellent pas. Non, c'est ça. Tu reviens, il faut que tu les appelles. Dis, hey, je suis revenu. Oui, mais il a fallu te remplacer. Il y a quelqu'un d'autre qui fait le job. Tu sais. C'est sûr. Ils ne mettront pas quelqu'un à la porte. Fait que c'était dur, le retour. C'était comme ouf. T'sais. Fait que là, tu redescends, puis là, tu te mets à travailler. Travailler dans un vanout, faire des sandwichs, tu sais. Ça, c'est moins le fun. Oui, mais t'apprends. Il y a des affaires qu'on apprend. Tu dis, oh boy, c'est pas facile. Puis, une de mes bonnes amies, elle m'avait dit, Yves, elle devrait peut-être aller dans l'enseignement. Son père était prof, là, tu sais. Puis, elle dit, elle dit, t'as tout elle dit, tu sais, t'as des bonnes conditions dans l'enseignement quand même. Fait que là, ouais. Puis, j'avais déjà, tu sais, 2 diplômes. Fait que là, je m'informe. Puis finalement, je suis retourné aux études 1 an et demi pour faire mon brevet d'enseignement puis le diplôme. Là, à l'UQAM, hein, je pense? À l'UQAM. La joke, c'était ça. La joke, c'était... Es-tu allé à l'université ou à l'UQAM? Ah bon? OK. Je la connaissais pas. Excusez. Peut-être plus des années 80. Excusez pour ceux qui écoutent. Ouais. Mais c'était le gag, nous autres. Oui, non, mais c'est parce que... toi, t'as fait McGill. Tu peux comparer, là, mais... Oh non, mais ça peut. Mais l'UQAM, c'était super aussi. Ben oui. Parce que, mais il y avait juste eux autres. Le programme d'enseignement était très bien. Tu sais, la seule chose, c'est que c'est difficile. Ça a été toujours difficile. Moi, je me disais, on nous apprend certaines affaires. Parce qu'à l'UQAM, c'était vraiment pour nous, il y avait un bac en enseignement en pédagogie, de la musique. De la musique. Puis moi, en premier, je me disais, je vais aller faire un certificat d'enseignement, qui, pour moi, était l'équivalent parce que il me créditait tout ce que j'avais fait en musique. Fait que ça aurait pris 1 an et demi en certificat. Okay. Puis la secrétaire m'avait dit, ben non, mais elle dit, vous voulez faire de la musique? Elle dit, inscrivez-vous au bac en enseignement de la musique. Elle dit, ça va vous prendre le même temps, mais... Parce que tu es crédité de plein de cours. Oui, puis en même temps, les autres cours sont taxés sur l'enseignement de la musique. C'est pas juste l'enseignement général. C'est ça, exact. Fait que là, je m'étais inscrit. Okay. Et donc, c'est ça, mon retour. Puis après ça, tranquillement, commencer à enseigner. Puis, et moi, j'étais quand même chanceux, privilégié d'enseigner au secondaire, qui est quand même quelque chose de proche de mes instruments. Clarinette, sax, là, je fais aussi de la flûte traversière. Fait que,
puis c'est de l'harmonie. Ouais. Tandis que, tu sais, moi, enseigner au primaire, je pense que j'aurais eu de la difficulté. Ben, dans ma tête, c'était pas quelque chose que je voulais nécessairement, parce que c'est... Tu n'enseignes pas à la clarinette, là, en tout cas. Non. Ben, il y en a qui le font, là. Il y en a qui le font. Mais, tu sais, je veux dire, ça va être surtout flûte à bec, les claviers, percussions, tu fais chanter les élèves, tu sais, c'est... Exact. Bon, c'est une autre affaire, tu sais. Mais c'est important. Ben oui. Mais pour moi, je me voyais pas enseigner au primaire. Puis comprends. j'ai été chanceux parce que j'ai pu faire ma carrière au secondaire tout en continuant à jouer aussi. T'sais. Oui, parce que c'est ça. Tu as toujours continué à faire... Exact. De participer jouer de la à des musique. bands ou, si je pouvais faire des gigs, des C'est jobs ça. de musique. Exact. Puis moi, ben le fait que, justement, on parlait de rock, puis tout ça, ben rock, jazz, blues, même, même un peu classique des fois, Dixieland, des bandes de corpo, des bandes, c'était quasiment du dance music des fois, tu sais. Tu as tout fait. Oui, mais ça ouvre beaucoup les horizons. Tout à fait. Puis juste le bateau, le fait d'être allé, parce que, tu sais, c'est avec des gens, on a toujours, on a la musique de l'époque, on joue, on a la musique qu'on entend quand on est habitué avec notre environnement, mais là, on était ailleurs, on était plus dans les Caraïbes, avec des Américains, des Anglais, Angleterre, Puis, le bassiste, Jeff, ben, c'est un Américain d'origine portoricaine, puis tout ça, puis Brenda, tu sais, fait qu'eux autres apportaient aussi leur lot de « Hey, on va essayer telle tune », tu sais. Ah, je connais pas ça. Tu sais, mettons, on faisait une danse, ben, on va essayer telle tune standard, mais que... Fait que, ah, OK. Là, tu découvres des choses que tu n'aurais peut-être pas faites autrement, tu sais. Oui. Fait que, ça, c'était bien formateur pour moi. Ouais. Puis, ensuite, ben, tu sais, un band qui dit, hey, on cherche un saxophoniste, si, ça. Tu sais, c'est pas juste des bandes. Tu sais, quand je dis corpo, mais ça, c'est plus pour, comment on dit, tu sais, meubler une soirée, mettons. Ben, c'est payant. C'est pour payer ton pain. Souvent, le monde n'est pas nécessairement tout à l'écoute, là, mais c'est une gig payante. C'est ça. Mais quand c'est tu fais, mettons, une partie, c'est le cocktail, fait que tu joues à la musique. Puis après ça, ben, tu fais la soirée dansante. C'est ça. Mais quand tu joues avec des gens qui aiment ce qu'ils font, c'est pas la musique. C'est pas la musique. Tu sais, la musique est là, mais si c'est la vibe entre les musiciens. C'est très important. Tu peux avoir de la bien bonne musique puis c'est plate à jouer. T'sais. Exact. Puis de la moins musique peut-être moins glamour, mais que tu vas avoir beaucoup de plaisir à faire parce que la gang est... C'est ça. Fait que ça aussi, c'était très important. Là. Tout à fait. Puis j'ai été chanceux de ce côté-là, en général. Puis, ben c'est sûr que quand tu enseignes, t'es peut-être pas obligé de faire tous les jobs non plus de musique. Non, t'es pas obligé de tout prendre. Pas. Exact. T'as ta stabilité financière. Mais c'est ça, c'est des choix. Les gens, tu ne peux pas juger non plus ceux qui ont besoin. Ben, ils vont la faire, la gig, comme on dit. C'est normal, mais oui. Mais là, tu sais, quelqu'un qui... Tu avais le choix. Oui, c'est ça. Tant mieux. Ouais, tant mieux. Good. Je nous ramènera un peu dans le rock. Oui. C'est l'histoire du rock vu par. Puis, dans le fond, moi, c'est ça. Qu'est-ce qui m'a attiré quand j'ai dit j'aimerais ça faire un épisode sur le sax dans le rock. Mais tu sais, il y a le sax, oui, mais la trompette un peu aussi. Moi, mon expérience de jeune qui commence à écouter du rock, bon, oui, il y avait les bands de rock'n'roll, puis tout ça que j'ai connu, parce que mes parents écoutaient ça un petit peu. Mais moi, mes premiers souvenirs, entre autres, là, j'avais 10 ans, je pense, là, Billy Joel, It's Still Rock'n'Roll to Me. Bonne petite passe de sax là-dedans. Ouais. Là. Très, très rock'n'roll. Le titre le dit, d'ailleurs. Ouais. Il y avait Bob Seger aussi. Bob Seger, c'est quoi donc? All Time Rock'n'Roll. Ouais, exact. Mais rapidement, moi, j'avais un frère plus vieux qui écoutait du rock progressif. Puis moi, un band que j'ai accroché assez jeune, devait avoir 12 ans à peu près, là, Supertramp. Puis, j'ai su que tu avais fait partie d'un band hommage à Supertramp. Fait que là, je me disais, oh boy, on va tomber dans mon Supertramp. Premier gros show que j'ai vu, moi, comme spectateur, c'était au Forum de Montréal en 85. C'était Supertramp, justement. Puis
ça fait très longtemps, en 85, on vient de le dire, ça fait 40 ans, là, mais de mémoire, j'aimais beaucoup tous les musiciens, il y avait des deux chanteurs naturellement, mais le saxophoniste, John Halliwell, me faisait triper. Puis de mes vagues souvenirs de ce show-là, c'est qu'il y avait quelques instruments. Toi, tu m'as confirmé, donc, il jouait au moins 2 sortes de sax. Et un clarinette aussi, je pense. Puis il jouait de la flûte aussi, dans le fond, c'est ça, je repensais à ça, parce que probablement qu'il jouait du piccolo aussi dans certaines tunes. Tu sais, du piccolo. Ouais. Puis bien sûr, les deux qu'il a utilisés beaucoup là, dans les hits qu'on connaît, l'alto, sax alto, puis le sax ténor. Ouais. Tu sais, qui sont quand même... Mais tu sais, soprano, je me souviens pas, mais tu sais, alto, il a fait beaucoup de solos d'alto puis beaucoup de solos de ténor. Ouais. Sax baryton aussi pour les graves, c'est bon. Des fois pour appuyer guitare et compagnie, là, quand il faisait des... Ouais. Tu sais, puis la clarinette, oui, dans certaines tunes aussi, peu, parce que... dans Even in the Quietest Moments. Là, on est dans la clarinette, si je ne me trompe pas. Là. Ouais. Puis il y a aussi d'autres... quand ça sonne un peu plus comme... il y a une couple de tunes, là, c'est un petit peu fanfare, des bouts, là. Il y a des places, là. Il sert de la clarinette beaucoup. Padom, pom. Padom, pom. Il y a comme un sousaphone aussi là-dedans. Tu sais, c'est comme un... c'est quoi le titre? Je sais pas le titre, mais puis là-dedans, c'est comme il y avait du sousaphone, il y avait une espèce de beat, de fanfare un peu. Ouais. J'ai en tête, moi je t'amène ailleurs, là, mais il jouait sûrement aussi de l'harmonica. Ça devait être lui qui jouait l'harmonica ou c'était un des deux chanteurs? Parce que dans, exemple, Take the Long Way Home, on a si je me trompe pas, encore une fois, on a de l'harmonica mais moi, je pense que l'harmonica, c'est peut-être Roger Axel. Je pense que c'était... Oui, non, je pense Rick Davies. C'était... Ouais, Rick Davies. Okay. Je pense, c'est mais moi. Regarde, là. C'est pas le détail, là, mais... Là, j'ai pas fait mes devoirs là-dessus, non, mais, c'est correct, mais je pense que c'était un des deux. Ouais, je pense aussi, là, c'est ça. Oui, quand il part, là, puis... Ouais. Mais c'est ça. Moi, dans le fond, je m'en allais avec ça. Le sax, particulièrement, parce que c'est quand même son instrument privilégié là, dans Supertramp. Tu sais, ça vient... Le sax va... C'est toi aussi qui me disais, le sax se rapproche de la voix humaine et tout ça. Tu sais, dans des tunes hyper, moi, qui m'amènent dans des états plus mélancoliques, là, style Hide in Your Shell et tout ça. Tu sais, le sax, il vient là, amplifier ce sentiment-là. Tu sais, c'est... J'adore, j'aime toujours ça d'ailleurs, j'écoute ça. C'est ça que, je pense que c'est Coltrane qui disait ça, que le sax, le ténor est proche de la voix humaine. La voix, parce qu'il était quand même assez grave, mais en même temps, il peut jouer dans l'aigu aussi. Exact. Il y a comme quelque chose de organique peut-être aussi, dans le son, qui, parce que t'as le vibrato. Tu sais, je l'ai, mon sax ici, regarde. Vas-y. Mais tu sais, quand tu joues puis que tu utilises un peu de vibrato ou plus doux, mettons, tu vas jouer... Bon, je l'ai pas à froid, là, moi. Avec l'espèce de... T'entends le vent, là. Exact, c'est ça, exact. Ça, c'est très, très particulier. Des fois, c'est ce qu'ils vont dire, c'est subtone. Oui. Puis, mais tu sais, fait souvent, les gens associent ça, tu sais, c'est sexy, tu sais. Oui, tout à fait. C'est beaucoup dit, ça. Oui, c'est ça. C'est ça. T'as dû te le faire dire dans ta carrière. Ah oui. Ça dépend comment tu joues. C'est ça dépend de la pièce, ça dépend du contexte. Mais tu sais, comme tu disais tantôt dans Billy Joel, c'est ça. Quand c'est le style un petit peu plus rock, tu sais. Ouais. On est moins là-dedans. C'est d'autres choses, tu sais. Tu vas faire crier ton sax un peu plus. Il y a des façons de le faire, tu sais. Tout à fait. On est ailleurs, exact. C'est des effets qu'on utilise, tu sais. Mais
tu les utilises dans certains contextes aussi, tu sais. Tout à fait. Si tu fais ça d'une balade, ça marchera peut-être pas. Puis pour le profane que je suis et pour ceux qui écoutent à la maison actuellement, là, tu joues de ton sax, qui est un sax ténor. Ouais. Il joue... Tu sais, il peut aller... Non, c'est ça. Tu sais, si je vais juste essayer de faire quelque chose qui est... Si je descends au plus grave... Bon, là, tu peux monter... On est dans les... Ben là, on est rendu dans l'altissimo qu'il appelle. Là, ça a dépassé le registre normal. Ouais. Mais tu sais, fait qu'on on s'entend que, tu sais... Ouais. Quand tu es rendu là, ben c'est un petit peu plus chantant, si on veut, ou plus comme exact. allant. Tu sais. Comme les solistes, ben ils vont se servir de ça, mais ils vont se servir de l'aigu pour... Tu sais, quand ils montent dans l'aigu, le feeling, là, tu sais, dans la pièce, comme, tu sais, je t'en avais déjà parlé, tu sais, Clarence Clemons. Ouais. Bon, ben, tu sais, ben, toute la gang, souvent... le ténor a été beaucoup utilisé, mais il y a quand même les altos aussi, tu sais, que c'est le thème qui est un peu différent. Mais chaque... Aussi, c'est pas juste l'instrument, c'est la personne qui en joue. Exact. Tu sais, t'as bien beau dire, ben là, j'aimerais ça sonner comme toi, ben regarde, peut-être pas. Tu sonnes comme tu sonnes, puis regarde, c'est comme ça. Mais, tu sais, dans les saxophonistes, il y a beaucoup de joueurs de ténor, mais il y a beaucoup d'altos aussi, tu sais, comme qui ont fait leur et donc, on parlait de Baker Street, là, un peu, tu sais. Oui, le classique. Mais ça, c'est de l'alto, tu sais. OK. Puis dans Careless Whisper. Oui, mais c'est de l'alto, tu sais. Ouais. Bon, puis il y en a un joueur d'alto qui dans le jazz, là, il y a un moment donné, c'était le smooth jazz, après ça, c'était le R&B. Ouais. C'est David Sanborn. Okay. Mais David Sanborn, il a joué avec tout le monde, mais il a joué avec tout le monde dans le sens qu'il a participé à bien des enregistrements de studio. Ouais. C'était pas toutes ses bandes à lui. Non. Mais il était appelé pour... Mais puis il y avait... Tu reconnais son son, tu sais. Il y a sa sonorité, tu sais. Bon, ben ça, c'est Sanborn. Ouais. Tellement qu'il y a plein de monde qui se sont mis à l'imiter. Okay. Après. Parce qu'ils ont fait comme... Tu joues du... C'est comme Sanborn. C'est ça. Ça sent moderne. Sanborn. Du moment que c'était moderne, là, c'était un peu... Ben, là, tu sais que ça, Sanborn a commencé. C'est lui qui a commencé, tu sais. C'était le premier, tu sais. Puis là... tu sais... Fait il y a tous ces gens-là qui, quelque part, tu sais, comme John Helliwell. Ouais, Supertramp. Ben lui, ça fait quand même longtemps qu'il est là, tu sais. Ouais. Bon, mais il a dû en écouter aussi avant. Mais lui, c'est un Anglais. Ouais. C'est Angleterre. Fait que il y en avait un autre qui était super connu, c'est Pete King. Pete King, là, je suis pas sûr s'il est encore vivant, mais ça jouait de l'alto, ça jouait du sax, c'est super bon saxophoniste. UK, tu sais. Puis, il y en a eu beaucoup. Tout à fait. En Angleterre, beaucoup aux États-Unis. Tous des genres de musique intéressantes. Puis des personnalités intéressantes. Tu vois que exact. La personnalité sort dans le sac, tu l'entends. Tu sais, je vais revenir, je vais prendre la balle au bon. Tu as parlé vite de Clarence Clemons, du E Street Band. Est-ce qu'un gars, justement, c'est un grand gaillard, c'est un costaud, Bruce, il l'appelle toujours, mais il l'appelait parce qu'il est décédé malheureusement, mais il l'appelait toujours le Big Man. Ouais. Puis est-ce que, puis d'ailleurs, j'ai vu des vidéos de lui à l'époque, je veux dire, le sac, il a l'air tout petit dans ses mains. Oui, le gars. Est-ce que de fait d'avoir du coffre et tout ça de même, ça fait un son particulier qui... Parce que moi, je suis pas un expert, mais je reconnais Clarence. Ah oui, c'est ça. Mais non. Pas nécessairement. Non, une petite personne peut jouer aussi fort. Puis... C'est pas parce que veut pas l'instrument, il y a une limite aussi. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire... T'as beau souffler dedans comme un fou. Ben, c'est ça. Je veux dire... ça vibre, hein? C'est du métal, ça vibre, il y a une colonne d'air, il y a tout ça. Ouais. Mais
peut-être que lui, c'est peut-être plus au niveau de l'endurance, pas encore là. Mais tu peut-être. sais, Sanborn, il était pas grand, il était pas gros. Là. C'est ça. Il était tout petit, mais ça sonnait comme une tonne de briques. C'est ça. En même temps, maintenant, c'est difficile à dire parce qu'en studio, tout ça... Ouais. Tu sais, tu peux... Le gars pouvait jouer pas trop fort, mais il était bien amplifié, ça sonne bien. Ouais. Puis des fois, c'est bon parce que le musicien ou la musicienne ne force pas. Ouais. Puis est capable d'utiliser plus les subtilités de l'instrument que quand c'est trop... Là, tu essaies de... Non, mais je joue plus doux, mais là, je suis pas capable. Ton setup est un peu trop difficile, tu sais. Fait que... Tu sais, à un moment, tu apprends à doser, puis tu dis, bon, ben, comme là, même là, quand je joue, là, mon hanche, là, est un peu dure. Fait que, tu sais, j'essaie de pas jouer trop fort. Ça serait difficile. Tu sais, il faudrait avoir un hanche un petit peu plus faible, là, je pourrais jouer doux, puis là, jouer avec les dynamiques un peu plus. Mais, tu sais, c'est souvent, c'est pas tant le gabarit, puis tout ça, c'est... Non. Tu sais, parce qu'il y en a que ça souffre en Christie, tu sais. Puis ils sont tout petits. Hein, ben, ils sont capables de jouer fort. Ben, exact. Non, Clarence, c'est peut-être, parce que tu l'as dit, en studio, c'est une chose. Live, tu sais, parce qu'ils font des shows de 3 heures, ils faisaient. Là. Ben, c'est impressionnant, pareil. Ben, le gars, c'est sûr qu'il peut, je suis sûr qu'il pouvait jouer doux, mais s'il voulait jouer fort, il pouvait. Il était capable. En même temps. Puis... mais c'est pas le fait qu'il mesure 6 pieds 2 c'est ça, que l'autre à côté ne sera pas capable de jouer fort. Il va jouer pareil. C'est ça. Exact. Je comprends. Il peut mesurer 4 pieds 3, puis il va jouer fort. C'était juste bien impressionnant. Puis, tu sais, quand la fameuse pause, là, à côté sur les deux, un sur l'autre, Bruce puis lui. Oui, ben c'est ça. C'est ça. Mais c'est un excellent saxophoniste, Clarence Clemons. Si je me trompe pas, je pense que son gars, il en joue. C'est son neveu qui a pris sa place sur le E Street Band. C'est ça. Et ça a l'air même qu'il vit à Montréal, ce gars-là. Oui, c'est ça. C'est ça. Je me souvenais pas exactement. Moi, j'ai entendu ça, puis une couple d'années, mais c'est probablement encore le cas. Puis d'ailleurs, ils sont venus à Montréal il y a quelques mois. Là. Bon, on n'entend pas bien parler. Là, je veux dire, exact. Oui, mais c'est ça, c'est son neveu. C'est son neveu. Lui, je ne pense pas qu'il avait eu d'enfant comme tel, lui, Clarence, là, mais il est mort, je pense, en 2012, chose comme ça. Il n'était pas vieux, il était dans 60 ans. Ouais. Enfin. Mais c'est ça. Dans mes autres, j'ai été un gros fan à un moment donné. En fait, j'ai une passe plus récente, gros fan des Rolling Stones. C'est là-dessus que je voulais t'amener. Tu as parlé tantôt des saxophonistes anglais. Ils ont eu en 71, sur l'album Sticky Fingers, il y avait pas mal de sax dedans. C'était Bobby Keys qui... c'est ça. C'était-tu Brown Sugar? Sur Brown Sugar, il y a une bonne passe. Moi, ma tune sur cet album-là, puis là, il y a vraiment dans un gros jam, là, Can't You Hear Me Knocking, le gros jam à la fin, il y a toute une passe de sax. Ça fait longtemps que j'ai entendu ça. Ça, c'est quelque chose. Là, tu irais réécouter ça. En tout cas, il y a une anecdote aussi autour de ça, parce qu'ils ont enregistré ça de nuit, puis je vais le dire vite, là, mais Keith, à un moment donné, à la fin du jam, il a regardé le technicien, puis il a dit « Est-ce qu'on enregistrait? » là? Puis il a dit « Oui. » Il a dit « parce que c'est une passe, là, vraiment. Puis c'est vrai que c'est bon, là. Mais Bobby Keys, là, puis on t'a aussi... Souvent, des fois, les autres, on pèse sur le piton, puis ça roule. Exact. Puis ça peut rouler des heures. On n'arrête pas, tu sais, parce que tu peux manquer des affaires, tu sais. Exact. Mais au lieu de dire, ça roule là-dessus, non, vous n'avez pas enregistré. C'est sûrement arrivé dans l'histoire qu'on a manqué des bonnes passes, mais celle-là, au moins, là, tu sais. Exact. Mais, puis bon, il y a eu toutes sortes d'excès dans cette tournée-là, puis Bobby Keys, à un moment donné, ils l'ont éjecté parce que, bon, il fait des excès un petit peu trop. Mais bon, peu importe, c'est pas ça le propos. Mais un autre aussi intéressant, lui, il fait pas partie du band, quoique, moi, j'étais un fan aussi de Sting. Ses premiers albums, c'est toi qui me disais que c'était M. Branford Marsalis. C'est ça. Il y a des très bonnes passes, ça. Ouais. C'est quoi? C'est-tu Dream? Moi, j'aime bien sur Dream of the Blue Turtle, après, mais Englishman in New York, une très bonne passe dedans. Ça, c'est Branford. C'est Branford qui joue du soprano. Tout à fait. Puis sur Shadows in the Rain... Ça, je me rappelle. Je ne sais pas. Au début, on entend... la tune commence, 1, 2, 3, puis là, tu entends quelqu'un qui dit... il dit en anglais, là, sur quelle clé on joue. Là, j'avais l'impression que c'était peut-être lui qui disait ça. C'est possible, ouais. Puis ils l'ont laissé dans l'enregistrement. Ça fait vraiment... comme si on était live, là, mais... puis il y a toute une passe de sac dans cette tune-là aussi. Là. Mais c'est probablement dans les mêmes années, là. C'est sur le même disque, fait que c'est probablement... C'est ça. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, mais Branford aussi, tu sais, puis Branford l'avait dit, il dit... Parce que Sting écrit des belles chansons, tu sais, avec
des accords intéressants. C'est ça. C'est ce qu'il disait, Bruce. Il dit ça n'avait pas été de... Il dit, j'ai accepté de jouer avec Sting parce que je trouve que sa musique est intéressante. J'aurais pas joué avec n'importe quel autre band rock juste pour jouer dans un band rock. Je l'ai fait parce que c'était intéressant. Ben, il trouvait que la musique de Sting était intéressante puis que c'était comme... C'était cool de jouer là. Il y avait un défi aussi. C'est ça. Tu sais, ça sans dénigrer les autres bandes, mais pour lui, l'intérêt était comme... Oui, c'est un band recherché. Tu sais, la musique est plus recherchée un peu. Fait que là, ça te donne le goût. Puis il est allé en tournée avec. Ils ont fait... moi, c'était l'album Live in Paris, là, le double, avec Kenny Kirkland au piano, puis c'est Omar Hakim au drum. Au drum, oui. Ça arrache tout, tu sais. C'est sûr. C'est tous des musiciens. C'est impressionnant, là, fait que, mais ça groove, hein, Christy. Fait que là, t'écoutes ça, puis tu dis, wow, tu sais, c'est bon. Mais tu sais, ça reste que... C'est bon, tu sais, c'est une musique rock, tu sais, si on veut, un petit peu funky, là, puis... mais c'est intéressant à écouter, puis ça... C'est encourageant aussi, vu que c'est de la bonne musique, tu sais. Tout à fait. Je te ramène aussi à la soirée à Croisée-des-Chemins quand vous avez fait le Crossroad Blues Band avec Henri, entre autres, Henri Tremblay, quand vous avez fait Call in the Blues, c'est ça? C'est toi qui faisais le blues, exact. Faut que je te joue. Exact. Ouais. Tu me disais, toi, que sur le disque, c'était quelqu'un que toi, t'admirais beaucoup. L'album original, sur l'album, c'est Richard Baudette, saxophoniste québécois, qui a joué... il a joué avec tout le monde, Richard. Qui était une inspiration pour toi, je Ben oui, mais quand Richard, il jouait aussi avec le Vic Vogel Big Band, qui est un Vic Vogel de Montréal, avec plein de musiciens de Montréal. Puis, moi, je me considère bien chanceux parce qu'aujourd'hui, ça arrive. Je côtoie Richard, qui était plus quand j'étais jeune. On s'entend, là. Quand t'es jeune, ben la différence d'âge est... Ça compte plus. Ben oui, tu sais. Si j'avais 16 ans, puis mettons, Richard en a, je sais pas, moi, je dis 10 de plus, ben il y avait 26, tu sais. C'est une grosse différence à ce moment-là. Puis à l'époque, il jouait avec Vic Vogel, puis je pense que Vic avait aussi, tu sais, ils ont fait un album live avec Offenbach. Ouais. Bon, ben tu sais, tout ça. Puis là, ben, Vic Vogel était venu à Trois-Rivières. Il venait jouer à Trois-Rivières. Je me souviens pas c'était quel bar, si on veut. Mais, puis moi, la gang, les chums, on tripait toute sa musique Big Band, tu sais. Puis quand je dis ça, bon, on devait avoir 17-18 ans. Puis on était allés écouter. Puis Richard était là avec toute la gang. Fait que pour nous autres, c'était le fun. C'est un Big Band québécois. Exact. Ça sonnait. C'est bon super bon. Les arrangements, c'était Vic Vogel. Puis c'est tout... Fait que là, Richard était là-dedans, puis moi, c'était comme... Puis des années plus tard, j'ai revu Richard, puis j'ai dit, Richard, ouais, OK. J'ai dit, ben moi, c'est ça, j'étais comme... Mais de savoir que lui, Richard, justement, quand il a commencé à jouer de la musique, ben il a appris tout seul. Commencé, puis je pense son frère, c'est souvent ça aussi, son frère qui avait un band, puis il dit, moi j'écoutais le band, puis j'apprenais les tunes, puis les autres ils ne savaient pas, puis il dit, moi je suis arrivé, puis je savais les tunes, puis fait que, puis là de voir que, ben Richard Baudette, comme une vedette, Roger Walls, trompettiste, eux autres ils faisaient l'émission Les Tannants. Oui, à TVA. À Télémétropole. Ben moi j'arrivais J'arrivais de l'école, c'était ça. Ben, on entendait le band, nous autres on les voyait pas. De mémoire, on les voyait pas. On s'entendait, mais on les voyait pas. Des fois, on les voyait. Oui, mais OK. C'est longtemps. Puis c'était Daniel Etu, qui dirigeait le band. Puis c'était des bons musiciens de studio aussi. Bien sûr. Fait que, mais tu sais, je me suis toujours rappelé quand j'ai vu Richard plus tard, je disais, hey, il me racontait toutes sortes d'anecdotes, tu sais, mais lui, Richard, il a joué avec tout le monde, tu sais. Il a joué avec Gino Vanelli, il a joué avec, tu sais, je veux dire, Ginette Renault, il a joué, puis encore, aujourd'hui, tu sais, il est encore très actif, fait que c'est le fun, tu sais, aussi de... Tout à fait. Les expériences comme ça, puis là, ben, c'est une influence, tu sais, Et d'ailleurs, Roger Walls, tu sais, si on parle de trompettiste, ben Roger, c'est un Américain. C'est un trompettiste américain qui s'est installé au Québec à un moment donné. Il a marié, je pense, une Québécoise à l'époque. Mais Roger,
il a joué avec tout le monde aussi, tu sais. Il jouait avec Mercer Ellington, c'était, je pense, c'est le frère de Duke Ellington qui a repris le big band de Duke quand lui est décédé. Quand Duke est décédé. Ben, Roger jouait de la trompette là-dedans. Puis là, tu sais, puis là, le lien, c'est qu'à un moment donné, on entend à la radio, nous autres, un band de musique qui jouait à, je pense, l'Iroquois à Montréal, anyway. Puis c'était le sextet de Roger Walls. OK. Fait que là, on est allé, on entend ça à la radio, on écoute ça, tu sais. Puis c'était de la musique un peu rock, instrumentale. Puis ça s'appelait Slick Stuff, la toune. Puis c'était des Brecker Brothers. OK. Et les Brecker Brothers, c'est deux frères américains, un qui joue du sax, puis un qui joue de la trompette. OK. Fait que là, ça a ouvert la porte à... Tu sais, nous autres, à un moment donné, on avait écouté ça, hey, ça sonne bien, c'est bon. Puis là, mon chum, il s'en va chez Fillon, à Shawinigan, puis il voit un album des Brecker Brothers. Tu sais, le lien. Fait que là, voilà. Achète l'album, on écoute ça. C'est que ça, là. Un trompettiste, mais oui, mais avec un band. OK, c'est tout le band au complet, oui, là, ça sonne. Puis là-dedans, il y a une couple de tunes chantées, parce que le bassiste, Will Lee, qui fait plein de la TV aujourd'hui, il chante. C'est un chanteur de studio, puis il joue de la... Tu sais, le band, ça sonnait. Et Sanborn était là-dedans aussi, tu sais, puis tout. Fait que du gros calibre. Mais là, t'écoutes ça, mais là, c'est trop. Tu sais, des bouts, ça... OK. C'est ça, Michael Brecker. C'est la première fois que j'entendais. Mais tu sais... Puis là, ben, à un moment donné, fait que là, ça amène ailleurs. Puis là, c'est la même chose. T'sais. Brecker, il a joué avec tout le monde. Là. Si tu cherches Michael Brecker, là, il a joué avec Chaka Khan, il a joué avec, tu sais, puis il a fait, écoute, je sais pas combien de contributions il a fait. Il est décédé, ça fait déjà plus que 10 ans, là, à 57 ans, je pense. Puis, mais il a joué avec tout le monde. Mm-hmm. Tu sais. Il a fait le tour. Oui, puis il a joué, tu sais, Paul Simon, quand il a fait Central Park. OK, ouais. Ben, le saxophoniste, c'est Michael Brecker. Tu sais, puis c'est impressionnant, là. Tu fais comme, OK. Mais, Brecker, c'est une petite technique, là. T'es ailleurs, mais il faisait pas juste ça. Tu sais, des fois, il y en a, tu te dis, ben, c'est très technique, il y a bien des notes, mais il pouvait être lyrique aussi, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'était le fun. Quand t'entendais un solo, là, ça part. Mais ça levait tout le temps, tu sais, ça part. Puis j'ai lu la biographie de Michael Brecker par Bill Milkowski, puis il dit... Les gars disaient tout le temps, si on était d'un band avec Mike, on voulait pas prendre un solo après lui. Ouais. On a même mieux commencé avant. C'est ça. Même si les gars étaient super hot, là. Ah ouais. C'est ça. T'as comme le maître, là. Oui. Tu veux pas passer après, je comprends. Fait que, mais tu sais, tout ça, tu sais, tous les saxophonistes, tu sais, quand tu me parlais de Clarence Clemons, John Elwell. John Elwell, puis, voyons, celui avec... Les Stones, hein? Ouais, Bobby les Keys. Stones, c'est ça. Bobby Keys. Qu'est-ce que je te disais tantôt? Whitney Houston, c'est... Ouais. Tu m'as dit tantôt son nom, je l'ai pas retenu, malheureusement. Kirk Whalum. Ouais, Kirk Whalum. Puis, il y a Kirk Whalum qui joue avec Whitney Houston. Il y a Tom Scott aussi. Puis Tom Scott, il était là, ses albums de... Mais tu sais, eux autres, ils ont ouvert la voie aussi, tu sais. Tranquillement. Il y en a un, saxophoniste ténor, il était écœurant, King Curtis. King Curtis, c'est un de ceux qui a amené, tu sais, si on veut, il est des années, fin des 50-60, tu sais. Puis là, ça groove en Christine. Puis lui, il jouait du sax ténor, puis il y avait une espèce de virtuosité, tu sais. Puis justement, ça levait tout le temps, tu sais, ça partait. Puis là, il chantait aussi, tu sais. OK. Fait que c'est showman, tu sais. Ladies and gentlemen, King Curtis. Puis, mais ça reste rock. Il y avait pas mal de la B3 aussi, l'orgue, tu sais, puis tout ça, mais... Fait que là, t'écoutes ça, tu sais... Ça va ensemble, hein, le sax puis l'orgue. Oui, puis lui, King Curtis, ça jouait, là. Moi, je le connaissais pas, c'est Libert Subirana. Libert, c'est le saxophoniste d'harmonium, mais Libert, il me dit, King Curtis, à un moment donné, ça fait quelques années, mais je connais pas ça. Ben, tu vas écouter ça. Hein? Tu sais, ben, il dit d'ailleurs, Michael Brecker a dit qu'il avait été très influencé par King Curtis aussi. OK. T'sais, fait que ça, tu sais, comme on dit, tout est dans tout. Tout est dans tout. Ça... Raoul. Ben non, mais c'est vrai. Oui, tu dis, ben, le gars a écouté un tel, tu sais, puis tout le monde a été influencé, mais en même temps, c'est quand les gens, ce qui est intéressant, c'est quand les gens développent leur propre style, leur propre son. Ouais.
mais tout en étant, tu sais... Avec les couleurs de tout ça. C'est sûr, tu sais, parce qu'ils ont été influencés. Normal. Il faut quelque part... Mais ils en ont écouté, mais ils n'ont pas voulu copier. Mm-hmm. Tu sais, tu découvres que tu dis, hey, c'est intéressant, son tel. Puis moi, c'est ça qui était le fun, c'est qu'à un moment donné, ben, on le sait pas, hein, mais tu sais, hey, on m'a acheté, checké tel album, telle affaire. Parce la collaboration d'un avec l'autre, c'est comme je parlais des Breakers avec, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu fais comme, les frères Breakers, hey, ils ont même joué, eux autres, ils ont joué partout. Écoute, l'album Starmania. OK. Ben, les Breakers sont là-dessus quelque part, mais c'est des gars de studio dans ce temps-là. Fait que, tu sais, si tu regardes en petit caractère, tu sais, quelqu'un va regarder Michael Brecker, Randy Brecker, Courtoisie de telle affaire, tu sais. Tu vas le trouver quelque part. Sauf que tu dis, mais c'est pas, il n'y a pas de solo, tu sais. Non, c'est de l'accompagnement. Puis ils sont dans la section de brass, tu sais. Ben, Brecker aussi, ça jouait avec Frank Sinatra. Fait que, tu sais, des fois, tu fais comme, OK, ben, les gars, c'est des musiciens de studio. C'est ça. Reconnu et polyvalent. Polyvalent et performant, capable de lire la musique, capable de s'adapter rapidement. Puis... Mais qui adorait aussi faire leur stuff. Ouais, c'est ça qui était plus... les Brecker Brothers, c'était jazz rock. Là, fusion jazz rock, à un moment donné, ça se promenait. Il y avait un band, Dream, ça s'appelle. Puis c'était Michael Brecker, Randy Brecker, ou Dreams, là, je me souviens pas, mais c'était quelque chose là, dans les années, je pense que c'est des années 70. Fait qu'il y a toutes sortes de contributions à un moment donné. Il y en avait un, c'était, on parle de John Halliwell, Grover Washington Jr. Ça, il y en a une tune, c'est Just the Two of Us. C'était Bill Withers, je pense. Ouais. Bon, c'est sûr que là, rendu là, les gens, c'est quasiment ce qu'on appelle smooth jazz. Là, ouais. Sauf que Grover, tu l'écoutes, tu le reconnais tout de suite. T'sais. Il a son son. Ouais. Tu sais, puis ça grouvait en tabarnouche, c'était le cas, Grover. Tu sais, puis c'était bon. Il jouait de l'alto, il jouait du soprano, il jouait du ténor. Tu sais, puis... une espèce de son chaleureux aussi. Moi, j'aimais ça au ténor. Puis c'était très soulful, tu sais. Mais c'est sûr, il y a tout. Pour un saxophoniste, à un moment donné, là, tu peux avoir bien des influences, tu sais. Ouais. Mais quand tu vas un peu chercher dans le côté, justement, rock, si on veut, pop, ben là, c'est là, tu sais, t'as Clarence Clemons, t'as, tu sais, comme moi, Tom Scott, ça n'était un Sanborn, tu sais... Moi, je les ai pas les noms, malheureusement, mais mettons In Excess d'un band australien que j'ai beaucoup aimé. Là. Ben, je me souviens pas, moi non plus. Non, mais ce qui arrive, c'est que souvent, ben, tu sais, ça aussi, on s'en était parlé, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont fait des apparitions sur des albums. Exact. Tu sais, dans le fond, c'est une contribution. Ils sont là, ils ont joué parce que l'album n'a pas il fait pas partie du band. Non, exact. Fait que, tu sais, j'étais allé chercher quelques noms. Aerosmith, Same Old Song and Dance, il y a du sax là-dessus. Effectivement. Dire Straits, il y a du sax. Dream Theater, ça c'est surprenant. Moi, j'ai fait comme, pardon, Another Day, ça date un peu, là. Puis là, ben oui, Baker Street, Jerry Rafferty, tu sais. Ben ça, c'est des affaires que t'écoutes ça, puis tu dis, oh. Il y en avait un autre, je sais pas, tu dois connaître ça, The Year of the Cat. Ouais. Bon, mais il y a un solo sax là-dessus. Oui, tout à fait. C'est vrai. T'sais? Et une autre affaire qu'en recherchant un petit peu, je me disais, parce que tu as parlé de Dire Straits, puis c'est vrai pour plein d'autres bandes, à un moment donné, Dire Straits live avait un saxophoniste avec eux autres, et là, live, tu vas étirer ta toune, et là, tu vas mettre le sax à contribution. Exact. Mettons dans telle toune, je sais pas, moi, Sultans of Swing, il n'y a pas nécessairement une grosse passe de sax, mais live, ils vont l'étirer. Exact. Et là, let's go, lâche-toi là, tu sais. Puis... Ben, les Doobie Brothers. Ouais. Maintenant, il y a un joueur de sax qui joue avec eux autres. Puis il joue pas à peu près. Il s'appelle Mark Russo. C'est un joueur d'alto. Puis lui, c'est méchant sauté. Là. Mais tu sais, il y a une maîtrise de l'altissimo, l'aigu, là, incroyable. Puis, mais c'est jamais... Ça brise pas les oreilles, là. Ben, il est juste. C'est ça. Toujours c'est juste. ça. Il joue dans le pit en haut. Non, c'est fou, là. Ouais. T'écoutes ça, tu te dis, voyons, ça n'a pas de bon sens. Il y a comme une espèce de maîtrise de l'instrument
Qui fait qu'il est capable d'aller là. Oui, lui, il jouait dans ses débuts avec des bands, si on veut, fusion, ça s'appelait Yellow Jackets, le groupe. Ouais. Puis c'était Mark Russo qui jouait avec eux autres. Puis à un moment donné, il a quitté, puis il est allé plus solo. Puis il a toujours été fait toutes sortes de contributions avec des bands. Et là, les Doobie Brothers, 2024, 2025, il est venu à Montréal avec eux autres. Moi, j'étais là, non. Il était là. OK. Moi, je disais. Ça sonnait. Ah oui, puis là, il y a quelqu'un qui m'avait dit, ça n'a pas de bon sens, ce joueur de sax-là, avec eux autres. Tu sais, Il torche, comme on dit. Ah oui, c'était effrayant, tu sais. Fait que là, justement, comme tu dis, eux autres, ben, tu sais, en live, c'est ça, tes étires. Tu le rajoutes, ouais, exact. Parce que tu peux pas mettre ça sur un album, tu sais, t'écouteras pas. Mais en même temps, c'est ça, l'avantage du live, et ce qui est le fun, c'est que ça ouvre, tu sais. C'est le plaisir, c'est de dire, on y va. On y laisse la place, tu sais, ou peu importe, tu sais. Exact. Moi, je peux pas passer un épisode de mon podcast L'Histoire du rock sans parler des Beatles. Puis en 66, sur Revolver, Got to Get You Into My Life. Écoute, moi, quand je l'ai écouté encore hier, là, j'ai l'impression que dans le speaker droite, il y a du sax, puis dans le gauche, il y a du trompette, mais de la trompette. La trompette, bien, c'est fort possible. Faudrait le réécouter, là. Ouais. Mais, moi, je vais toujours arriver au même résultat tant que quelqu'un ne dira pas que je me trompe, là. Mais bref, on checkera ça. Mais bref, les Beatles, en 66, ont quand même intégré ça dans le rock, là, ça existait déjà. Comme je disais, dans les années 50, les bands de rock and roll avaient toujours des brasses. Ben oui. Mais tu sais, c'est ça. Oui, effectivement. Ben souvent, c'était sax-trompette. Ah, exact. Et trombone, à un moment donné. Oui, mais il y avait bien sax-trompette. Oui, beaucoup de trompette, beaucoup de sax. Oui, exact. Ben dans Elvis. C'est toi qui me disais ça. T'as raison. J'étais jeune, moi. Puis l'intro, je pense que c'est le comeback special, là. Ben, 2001, l'Odyssée de l'espace. Puis aussi. Ouais. Puis là, ça va. Ça part. Ça commence avec ça. C'est carré. Elvis arrive, là. Puis écoute, ça rentre au poste, là. Mais c'est parce que c'était. Ils sont quoi, là? Ils sont 2, ils sont 3 à jouer ça, là? Je me souviens pas, là. Ben, le band, ils sont non, mais juste les brasses, là. Il y a un sax, il y a une trompette. Il y a peut-être trombone aussi. Tu sais, je sais pas trop, je me rappelle pas. Plus, non, mais c'est longtemps que j'ai vu ça. Il pourrait être 2 puis ça marcherait. Ah oui, exact. Puis, ça rentre au poste, là. T'sais. Mais tu sais, le band, ça fait des gros bands, puis ça fait assez show band, là, tu sais. Ouais. Ben oui. Mais c'est parce qu'avec plus d'instrumentation, mais tu as plus de couleurs. Exact. Tu sais, tu peux utiliser plus d'affaires musicalement, tout à fait. Arrangées, puis là, tu n'es pas obligé de mettre toute la sauce tout de suite. Mais à un moment donné, ça rentre. Ben oui, quand ça se met à lever, là, c'est... Un des derniers shows que j'ai vu, puis je vais faire un lien avec une anecdote que tu as, là, le dernier show que j'ai vu avant de perdre la vue, là, 2006-2007 à peu près, c'était George Michael. OK? Dans l'histoire du rock, qu'est-ce que George Michael fait là? Bon, moi, j'ai beaucoup de respect pour ce chanteur, ce compositeur. Et sa scène, il y avait 3 étages, et de mémoire, il y avait 3 musiciens par étage. Puis la section des brasses. C'était quelque chose. Là. C'est vraiment, là, musicalement, là, puis ça rentrait au poste, mais je me souviens des brasses. Il y avait 2 sax de mémoire, une trompette, probablement un trombone probablement, à coulisses, là, les longs. Oui, c'est ça. Un trombone, une trompette, probablement 2 sax. Probablement. Là, mais il était 4, en tout cas. Là. Ça a du sens. De mémoire, là, écoute, c'était quelque chose. Là. Puis là, je ramène à lui plusieurs années avant, le fameux début de Careless Whisper. Ouais. Que quand même, hein, tu me disais, puis lui, c'est ça, il a du talent, là, George Michael. Il savait ce qu'il voulait, mais il n'arrivait pas à avoir ce qu'il voulait pour ça. Des fois, souvent, tu sais, souvent, ces gens-là aussi, il y en a beaucoup qui n'ont pas nécessairement de formation musicale, tu sais, je sais pas dans son cas, pis ça, mais c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent, qui entendent les affaires. C'est comme Paul McCartney, là. Ça n'a pas de formation musicale, là. Mais il a l'oreille. Mais c'est ce qu'il veut, puis il sait comment, puis il sait comment ça marche. Fait que, tout à fait. Ouais, l'histoire, c'est que, tu sais, Careless Whisper, quand tu écoutes le solo de sax, c'est beau. Exact. Et les gens, souvent, ne savent pas... Ben, les gens se posent pas de questions, là, c'est un solo de sax, mais c'est un alto ou un ténor qui joue. Puis là, quand on entend les gens qui... Tu sais, il y a des gens qui font des reprises, il y a toutes sortes d'affaires sur le net, tu sais. Le gars qui se promène en chariot d'un Walmart, puis il se fait pousser par un de ses chums. Puis il fait le tata. Il joue au Careless Whisper. Puis l'autre, il rentre dans une salle d'université, puis il passe à travers pendant que la madame donne son cours, puis il joue ça. Puis le gardien court après. Tu sais, non, mes affaires. Oh, oui. Puis c'est un alto. OK.
Mais la vraie affaire, c'est un sax ténor. C'est un solo de sax ténor. Et je suis tombé à un moment donné sur l'histoire de cette pièce-là. Puis là, j'ai fait comme... Ah. Puis finalement, c'est un job de studio. Fait que dans le fond, le band avait déjà enregistré. La trame sonore existait, j'imagine. Elle était peut-être pas finale, mais ils engagent des saxophonistes. Puis ça a l'air, quand ils ont fait une première tentative, ben il y a comme, je pense qu'on regardait, c'était comme 11 saxophonistes qui avaient enregistré le solo. Puis George Michael c'était pas ça. ou un autre n'aimait pas ça, puis ça marchait pas. Exact. Fait qu'ils ont mis ça sur la glace. Puis ils ont décidé un peu plus tard de le refaire. Puis là, il y a juste comme 2 saxophonistes qui ont été appelés. Et donc, puis là, c'était dont Steve Gregory, qui est celui qui a enregistré. Puis les 2 saxophonistes, ils disaient, ben, il arrive, il y en a un qui est avant lui, puis il sort, puis il dit, wow, ça prenait du temps avant que ça débloque. Puis le gars, il était tanné. Ah, il attendait encore, c'était long. Ouais. Puis le gars, il dit, il a comme jeté la serviette, il a dit, de toute façon, il dit, ça va sûrement être un crappy B-side. Ça va être sûrement le côté B d'un album. Fait qu'il dit, je m'en vais. Puis l'autre, il est rentré, Steve Gregory. Puis bon, ce qui arrive, les saxophones, les vieux, le registre de l'instrument normal, les clés montrent jusqu'au fa aigu de l'instrument. Là, je parle pas d'un fa concert, mais un fa de chaque instrument. Alto, ténor. Et les nouveaux saxophones plus récents, probablement même dans les années 80, c'est en 84, ça, il y en a qui ont le fa dièse, qui est une note un demi-ton plus haute que le fa. Et dans le solo qui avait été écrit, ça monte. Ça commence sur un fa dièse. Fait que le saxophoniste, il dit, moi, j'ai pas de fa dièse sur mon sax. Il dit, ben... Fait qu'il dit, je peux pas vraiment... Fait que l'ingénieur de son, il a dit, ben... Il a ralenti le tape, parce que c'était de la bobine. À l'époque, c'était de la bobine. Il a ralenti ça pour que ça baisse d'un demi-ton. Fait que c'était plus lent, puis c'était un demi-ton plus bas, donc. Puis il a dit au joueur de sax, joue le solo, mais tout un demi-ton plus bas. Fait que le gars, au lieu de faire en ayant un fa dièse en haut, c'est un fa. Fait qu'il a tout transposé, si on veut, le solo, un demi-ton plus bas. Puis, une fois que ça a été fait, l'autre a remis la vitesse, a remis le thème à la bonne vitesse, puis là, pas longtemps après, ça a l'air que c'est là qu'il dit George Michael est rentré dans le studio. Puis il a dit That's the one. C'est ça que je veux. That's the sax solo I want. Puis on dit puis probablement que ce que ça a fait, c'est que le son, en faisant ça, ça a changé un petit peu le son de l'instrument. Et de sorte que c'est ça. Ça c'est comme unique, dans le fond. C'est dur à reproduire. Peut-être qu'un alto, mais c'est pas un alto. C'est ça. Fait que ça sonne comme... Un alto, mais c'est un ténor. Ça sonne pas tout à fait comme un ténor. Puis ça sonne pas comme un alto. C'est ça. Fait que, puis c'est ça l'histoire, puis c'est particulier. Ouais. Puis ça a fait le tour du monde. Ben, je sais pas. Hein, mais j'espère qu'il a été payé en conséquence dans ce cas-ci. Parce que puis je comprenais parce que la même chose, quand tu essayes de jouer, parce que quand tu l'écoutes, là, c'est très fluide, là. Ça fait... Si tu essaies de le jouer... Mettons, moi, j'essaie de le jouer avec mon sax. Je suis obligé de faire un fa dièse, un doigté spécial, puis c'est moins fluide parce que c'est moins facile à jouer. Exact. Mais c'est fou, des fois. Mais ça, on ignore ça. Ben, monsieur tout le monde n'a pas besoin de le savoir. Ben non. Mais c'est le fun. Moi, je trouve ça intéressant bien sûr. de découvrir ces choses-là. J'imagine qu'il y en a bien les plus. gimmicks de studio, on va appeler. Là, mais oui, puis déjà, à l'époque, c'était pas simple. Là. Maintenant, c'est parce que tu peux faire bien des affaires avec le digital. Oui. Tu peux ralentir, monter, puis ça... C'est pas compliqué. Mais à l'époque, il fallait y penser. Ben, le gars, il a juste dit, l'ingénieur... m'a ralenti le ruban, mais je vais le ralentir pour que ça baisse d'un demi-ton. Il savait ce qu'il faisait. Tout à fait. L'autre, il l'a réenregistré, donc un peu moins vite, un peu plus bas. Et ça a donné. Puis après, on remonte à la vitesse, puis c'est fou quand même. Une intro reconnaissable entre tous. Qui a fait le tour du monde, un peu comme Baker Street. Oui, exact. T'sais? Tout à fait. Puis, puis t'as pas besoin de savoir le titre de la toune. Tu reconnais tout de suite. Et voilà. C'est ça, c'est des comment on dit, une marque de commerce. Exact. Careless Whisper, c'est la même chose. Même affaire. Tout à fait. Fait que pour ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien fait, tu sais. Mais en même temps, tu
Tu sais, ça aurait pu pas être un hit, puis personne n'aurait su non plus. Ça aurait pu être un crappy B-side. Oui, c'est ça, exactement. Ça n'a pas été le cas, effectivement. Oui, c'est ça. Ouais, un autre incontournable aussi pour moi, David Bowie dans Young American, c'était, je pense, un de tes préférés qui jouait là-dessus. Ben c'est ça. Finalement, je regardais ça. C'est David Sanborn. Ouais. Il semblerait-il que c'est David Sanborn qui fait ça. Puis, tu sais, David Sanborn, ben les gens le connaissent, ceux qui écoutent le sax, tout ça, dans les années 80. Tu sais, parce que c'était comme il y a eu il était très populaire, il faisait des tunes, ça marchait, ça funk. Ouais. Tu sais, mais justement avec Bowie. Avec Bowie, puis tu sais, je disais aussi, il avait fait Woodstock. Ben oui. Avec ça. Paul Butterfield Blues Band. Fait que, Hey, en 69, là. ben c'est ça. Fait que tu sais, puis t'es relativement jeune, j'imagine Sanborn va avoir 18, 19. Je dis ça, là, toute réserve, mais tu sais, lui, il a roulé sa bosse. Sanborn, il est décédé récemment, là. OK. Tu sais, ça fait peut-être 6 mois, là, je sais pas trop, mais... Très tu sais, il a roulé sa bosse. oui, il s'est rendu, je pense que, là, je me trompe peut-être, là, mais je pense qu'il avait 76 ans quand il est décédé, là, OK. mais tu sais, quel saxophoniste, tu sais. Tout à fait. Puis justement, il évitait son émission qu'il avait eue dans les années 80, 90, c'est Night Music, il invitait toutes sortes de monde. Tu sais, n'importe, tu sais, c'était pas jazz, là, c'était toutes sortes d'affaires, ça pouvait être R&B, rock, ça pouvait être... tu sais, j'allais dire punk, ça pouvait être, lui, c'était l'idée, c'était, ouais, on fait de la musique tout le monde. On réunit du monde. Puis... Ah oui, puis c'est super on intéressant, là, tu sais. Très, très intéressant, tu sais. Puis il y en a des bands. Mais il y en a un, moi, c'est pas trop mon bag, là, mais un band, quand on parle des brass en général, dans le rock, puis qu'on n'a pas nommé encore, qu'il faut nommer, c'est Chicago. Ben oui. Moi, je suis pas un grand fan, mais faut Ben, ils ont reconnaître, fait, là. tu sais, Chicago, 50 ans et plus. Exact. Ah oui, Puis, c'est mais digne de ils ont mention. aussi- ben c'est ça, tu sais, puis on a tout entendu, c'est Ah oui. 25 or 64, C'est sûr, tu sais. c'est sûr. C'est des Color classiques. My là. World, mais C'est là, des- c'est à flûte. C'est des Tu classiques. sais. Tout à fait. Mais juste ça, 25 or 64, nous autres, on capotait. Puis c'était vraiment, tu sais, une bonne trompette, ça, c'est une bonne sax, Ouais. trombone. Exact. Des brasses de base, là, que je dis. Oui, moi. puis c'est comme ça qu'ils ont commencé comme ça. Tu sais, ça n'a pas été un ajout. Non. Les autres, dès le début, c'était ça. Ouais, Exact. puis, Puis c'est ça a des pris- membres du band, c'est pas Exact, des artistes invités. exact. Là. Voilà. Puis bien fait. Oh, Tu sais, oui, c'est comme tout. tu dis, bon, on aime ou on n'aime pas. Ou on peut être, Oh, oui. ben, c'est bien fait, ou on peut être fan ou pas. Exact. Mais Faut reconnaître que c'est bien fait. Il y a toujours eu, oui, puis c'était vraiment Tout à fait. avant-gardiste un peu, je dirais, Oh, ouais, tu sais, dans ouais. le genre de musique, parce que justement, c'était toujours avec les brasses, tout le temps. Un autre band dans ce style-là qu'on n'a pas nommé, important aussi, Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire, Excusez. Pardon. ben oui, ça aussi. Tout à fait. Mais tu sais, puis oui, Earth, Wind and Fire, Tower of Power aussi, ouais, qui est tu un nommes ça, band moi, je les qui là, connais ça fait pas, là, 50 quelques années. Mais Ouais. c'est ça, c'est des groupes... Tower of Power, d'un début, là, c'était la Hammond B3, là. Ouais. C'était vraiment ça, vrai tu sais. de vrai, là. Ah oui, ça... Puis, tu sais, la basse, la Hammond, c'était vraiment rock, là... vieux rock, genre, ça marchait, là, puis c'était le fun, tu sais, c'était... Faisait la job, comme on dit. Oui, puis en plus, puis Tower of Power, ben ça aussi, c'est sax baryton. Ouais. Doc Kopka qui jouait du sax baryton. Les gars, ça fait 50 ans que ça existe, puis ça fait 50 ans que c'est la même formation. Ça ne dit pas qu'ils sont tous là, mais il y en a qui sont décédés. Puis, Peut-être, hein. mais c'est toujours, tu sais, ténor, trompette. Je pense que trombone, en tout cas, puis sax baryton, puis le rhythm au complet, lead vocal. Ouais. Ça marche, là. C'est Tout à fait. intéressant, c'est bien le fun. Tu sais. Un que j'aime bien aussi, qui a intégré des brass puis s'est inspiré beaucoup de Earth, Wind and Fire, c'est Phil Collins. Quand il est parti dans sa carrière solo, il a amené beaucoup ça, lui, le côté... hein, tu sais, Earth, Wind and Fire. Là, vraiment, les brass d'Earth, Wind and Fire, il les a ajoutés dans son Oui, puis même dans son qu'il a fait un répertoire. album Big Band, lui. Oui, exact. C'est, Et Phil Collins, Big Band, puis il reprenait des tunes, justement, que lui faisait adaptées pour Big Band. exact. C'est Serge Lapointe, moi, qui me parlait de ça, un des derniers invités que j'ai eu, que tu connais. là. Ben, sous Dio, là. Ouais. Ça rentre, ça, là.
Ça rentre en tabarouette. Oui, c'est ça. Fait que ça ajoute du punch, tu sais. Exact. C'est ça Puis surtout, c'est vraiment le terme punch est très bon parce que je sais pas comment le dire, là, mais tu sais, c'est saccadé. C'est rythmé, c'est punché. Ouais. Puis surtout dans cette musique-là, tu sais, justement, quand t'as des bien à la bonne place, là, bien punché à la bonne place, ça aide beaucoup, tu sais. Tout à fait. Musicalement, ça donne Du oomph. On va dire ça. Exactement. La musique, puis là, t'écoutes ça, t'as le goût d'en avoir encore plus, tu sais. T'en veux encore. Ah oui, tout à fait. Mais écoute, c'est certainement qu'on n'a pas fait tout le tour, mais on a un bon épisode puis qu'on doit conclure, mais la place du saxophone en général dans la musique va toujours rester. Ben moi, je pense que oui. C'est juste que, est-ce que, on parle de rock, ben, il y a toujours, est-ce que ça va changer? Ça évolue, ça se poursuit, mais on écoute ça et on dit, ouais, moi, ce que je trouve que, ben, musicalement, il y a bien des affaires que ça me déçoit un peu quand j'écoute la radio, là. Mais, je veux dire, la musique reste la musique, tu sais. Ouais. Heureusement qu'il y a de la bonne musique. C'est juste que des fois, je trouve qu'on a perdu un peu, justement, l'époque où il y avait des groupes, là. Ouais, exact. En fait, peut-être plus au sens de diffusion. Oui, de ce qu'on entend, de ce qui est à la radio, parce que des bandes, il y en a. Il y en a certainement encore. Il y en a encore. Eh oui. Maintenant, c'est Gene Simmons, c'est ça, Gene Simmons de Kiss, ouais. Qui disait, ben, c'est fini les bandes, tu sais, pour faire sa vie, tu sais, pour les royautés, tout ça, on n'embarquera pas dans Spotify et tout ça, mais, tu sais, quelqu'un, mais je pense qu'il y aura toujours des bandes, parce qu'il y aura toujours des gens qui aiment la musique. Le saxophone, là-dedans, je pense qu'il y aura toujours sa place, parce que c'est un instrument qui est quand même assez versatile. Tu sais, s'il n'avait que ça, tu sais, mettons un band, chanteur, chanteuse, rhythm, sax, ben ça se prête bien, souvent, avec les instruments, la basse, la guitare, le clavier, un solo de sax, une espèce d'envolée. Puis il y a bien des bons saxophonistes, des bonnes saxophonistes aussi maintenant, là. Des joueurs, des joueuses, il y en a, là. Puis fait que, tu sais, je suis pas inquiet pour ça. Maintenant, ben, l'avenir, gagner sa vie en faisant ça, ben, ça, c'est un autre dossier. Oui, effectivement. Qu'on ne réglera pas ce soir. Non. Non. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Yves. Ça a été vraiment intéressant. Ça me fait plaisir. C'était bien le fun. All Merci right. de m'avoir invité. À la prochaine. À la prochaine. All right. Merci.